Et donc après le bois, on va passer au béton bas carbone avec un projet de 85 logements. Et j'appelle tout de suite Manuel Marignas, directeur d'exploitation de GCC Habitat. Alors normalement, vous deviez être deux, si j'ai bien compris. Maude Collignon devait vous rejoindre. Elle est directrice construction Île-de-France de l'immobilière 3F, mais elle est presque là. Elle va nous rejoindre par l'image. On va lui laisser la parole. Écoutez, bonjour Maude Collignon, vous êtes directrice de la construction Île-de-France de l'immobilière 3F. Et nous voulions vous interroger sur le retour d'expérience de vos 85 logements sociaux bas carbone, avec du béton bas carbone que vous avez réalisé avec GCC et Hoffmann. Alors, une première question qui va intéresser nos visiteurs, c'est en tant que bailleur social, j'insiste sur le mot social, pourquoi vous vous êtes engagé dans une construction bas carbone, mais surtout de béton bas carbone? Alors, bonjour à tous et à toutes. Alors, en effet, cette expérimentation du béton bas carbone rentre complètement dans notre stratégie, dans la stratégie du groupe 3F, qui est vraiment de rendre possible la construction durable au travers de l'innovation et de la décarbonation. Le groupe 3F, juste quelques petits chiffres, hein, c'est 275 000 logements que nous gérons dans notre patrimoine et nous sommes un acteur, je dirais, majeur de la construction puisque nous mettons en chantier chaque année plus de 7 000 logements en France. C'est la raison pour laquelle, avec tous nos partenaires avec lesquels nous construisons, nous avons tous conscience qu'il faut se mobiliser pour relever le défi climatique. Donc, il s'agissait pour nous de développer la culture de l'innovation sur tous nos programmes sous l'angle de la décarbonation et de la construction durable, sachant que, comme donc, je vous disais, nous sommes un bailleur social, donc nous avons vraiment à cœur d'améliorer également la qualité de vie de nos locataires et de réduire le niveau de leurs charges. Donc, sur ce projet-là qui est en béton, donc ça rentre complètement, je dirais, dans la situation actuelle que nous vivons en France, puisque les constructions neuves sont majoritairement en béton. Or, le secteur du ciment, c'est 6% des émissions de CO2. Donc, nous avions ici l'occasion d'expérimenter le béton bas carbone et de faire un geste, je dirais, pour la planète. Est-ce que vous pouvez me dire comment avez-vous pris la décision de cette construction béton bas carbone? Alors, il faut dire que ce projet initialement était, je dirais, en béton classique. À l'issue d'un appel d'offres, nous avons désigné donc l'entreprise GCC. Ça, c'était fin 2019, début 2020. Et eux-mêmes étaient en partenariat avec Hoffmann parallèlement pour développer le béton bas carbone. Et ils sont venus nous proposer de l'expérimenter sur ce chantier, puisque ça allait bien par rapport à leur timing d'obtention d'ATEX, d'autorisation, etc. Nous, parallèlement, on était vraiment dans une recherche justement d'expérimentation sur tout ce qui est construction décarbonée. On a fait une réunion avec eux, on les a entendus et c'est vrai que moi, personnellement, j'ai été 200% convaincue. Et à l'issue de cette réunion, on leur a dit on top et on y va, on va protocoler ensemble parce que c'est vraiment l'occasion d'y aller sur un projet assez conséquent. 85 logements sociaux, c'est pas rien. Eh bien, en même temps, un geste pour la planète, c'est un gain pour vos occupants également. Mais concrètement, quel est le gain carbone que vous avez eu? Quel gain, même au pluriel, avez-vous eu finalement? Alors, l'objectif, c'était de diviser par 5 les émissions de gaz à effet de serre. Il faut savoir qu'une tonne de ciment classique, émet 866 kg de CO2, alors qu'une tonne de ciment béton bas carbone, donc de ciment Hoffmann Green, émet environ 200 kg de CO2. Donc là, on est vraiment sur un objectif fort. Sur Saint-Leu-la-Forêt, bon, pour info, le chantier a démarré en août 2020. On est sur une livraison qui est prévue bientôt, premier trimestre 2022. On est donc sur des objectifs qui ont été tenus, même si la réalisation a porté sur uniquement les voiles intérieurs des murs porteurs au 3e et 4e étage. Et la raison, en fait, je dirais, est complètement technique, puisque pour pouvoir mettre en œuvre ce béton bas carbone, il a fallu obtenir des autorisations, donc obtenir une ATEX. Oui. L'obtention de cette ATEX a pris du temps.
et n'était pas, je dirais, dans le même calendrier que le calendrier d'avancement du chantier, puisque nous l'avons obtenu qu'en avril 2021 et le chantier était déjà assez avancé. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons mis en œuvre le béton bas carbone seulement sur, je dirais, la partie haute de l'ouvrage, avec un surcoût qui est tout à fait contenu. Pour information, je dirais que sur une opération qu'on construirait complètement en béton bas carbone, le surcoût serait de l'ordre de 3% du budget. Donc certes, c'est un surcoût, mais en face, c'est aussi un gain énorme en gaz à effet de serre. Ça veut dire que c'est le début d'une feuille de route de construire bas carbone, ça j'imagine, puisqu'il faut décarboner le bâtiment horizon 2050. Mais pour vous, Immobilière 3F, vous avez d'autres projets comme ça qui se lancent avec des dispositifs et du béton bas carbone? Alors complètement, hein, sur le béton bas carbone, donc là on était dans l'expérimentation. On va poursuivre cette expérimentation sur un projet qui est avec la même équipe projet d'ailleurs, situé dans les Yvelines, à la salle Saint-Cloud, pour réaliser un peu plus de 70 logements collectifs. Je ne peux pas vous en dire plus, nous sommes actuellement en appel d'offres, mais nous avons demandé aux entreprises justement de chiffrer une variante obligatoire sur le béton bas carbone. Et là, on espère bien pouvoir mettre en œuvre ce matériau sur, je dirais, l'ensemble de la construction. Mais également, on a donc le béton bas carbone, mais nous avons également d'autres matériaux, et en particulier, nous explorons la piste des matériaux biosourcés, et notamment, je citerai le béton de chanvre, puisque nous avons livré récemment une opération à Boulogne qui est la plus haute, enfin le plus haut immeuble d'Europe, construit en béton de chanvre. Nous en sommes également très fiers. Manuel Marignas, maintenant à vous de prendre le relais. Donc il n'est pas parmi nous, mais elle nous a laissé son message. Donc pourquoi du béton bas carbone? Déjà, il faut qu'on s'occupe un peu de notre planète, parce que jusqu'à présent, elle s'est occupée de nous, mais nous, peu d'elle. Ensuite, il va on va devoir continuer à construire des logements, des ouvrages fonctionnels, un peu de tout. Mais le bois est une solution, mais aujourd'hui, le bois ne suffira pas. Et donc, il faut trouver une autre solution. On a l'habitude de construire en béton, trouvons un moyen de le décarboner. Donc, pour présenter vite fait l'opération, j'avais dit une opération à Saint-Lô-la-Forêt, en région parisienne, donc 85 logements pour I3F, d'Audrey Vignier en architecte, Codibat en maîtrise d'œuvre et Socotec en bureau de contrôle. Et donc nous avons fait la proposition à I3F d'expérimenter le béton bas carbone. On avait fait des essais juste avant le confinement, avec Hoffmann et Cemex, chez nous, au dépôt, pour voir comment ça fonctionnait, pour que Hoffmann puisse faire des essais aussi de diverses formulations, pour lancer les tests et vérifier si c'était quelque chose qui pouvait fonctionner, quelles étaient les éventuelles incidences par rapport à un béton classique. Et donc, en septembre 2020, on a signé une convention d'expérimentation. Puis là, on se dit, tout va bien, c'est du béton. Eh bien non, il faut faire des essais en laboratoire complémentaires, il faut collecter toutes les fiches techniques des produits qui viennent se greffer dessus, parce que le béton, une fois qu'on l'a coulé, soit on vient de l'azurer, soit on vient le recouvrir de revêtements. Et donc tout ça, ça a amené à déposer un dossier au CSTB mi-février, mi-mars, comité d'experts, 31 mars, latex, le Saint Graal, petite photo là-bas. Carrément. Et donc 14 jours plus tard, le premier béton décarboné, grandeur nature sur le chantier. Alors, je vous ai mis une petite photo. On ne voit pas trop la différence par rapport à un béton classique, si ce n'est que la couleur n'est pas tout à fait la même. À la mise en œuvre, vous verrez tout à l'heure, il y a un petit film avec la mise en œuvre. Donc, quelle est la différence par rapport à un béton classique? Les mêmes coffrages, les mêmes parements une fois décoffrés, un petit peu plus bleu. Il ressemble un peu au béton des fondations qu'on peut voir parfois. Et donc, le timing, chantier a continué. Donc, on a fait les R+3 et R+4 en voile d'intérieur. Le temps de séchage est équivalent aussi? Comment? Le temps de séchage est équivalent? Vous spoilez la fin. D'accord. C'est juste après, il me semble. Les points de vigilance. Donc, entre autres, le temps de séchage.
Donc c'est un béton qui est plus sensible à l'hygrométrie et à la température. Alors depuis, il y a d'autres essais, d'autres compositions qui ont été faites avec Hoffmann, et ça va de mieux en mieux. Mais aujourd'hui, il est plus sensible que le béton classique. Les huiles de décoffrage. Dans le cadre de latex, il y avait un huile de décoffrage à respecter. Bon, on est toujours plus intelligent que les autres, donc on s'est dit, tiens, on va essayer avec ce qu'on fait d'habitude. Et bien, ça marche moins bien. Il y a eu un parement beaucoup moins sympa. Donc, respecter les latex, c'est pas mal. Ça fera plaisir à toutes les personnes du CSTB qui sont dans la salle avec nous. Respecter le dossier. Ensuite, les temps de séchage et de prise. Sur les premières formulations, donc on est en logement, donc on coule le début d'après-midi, 14-15 heures, on coule les voiles. Le lendemain, 7h30, on est en train de les décoffrer. Sur les premières formulations, on a refermé les voiles et on a attendu midi pour pouvoir les décoffrer. Sur les dernières formulations, on a décoffré à 8 heures comme d'habitude. Donc c'est vraiment un chantier où on a signé avec I3F pour faire un test. C'était vraiment un test grandeur nature. Alors moi, je suis dans un bureau, donc je vous dirais que recommencer, oui, avec grand plaisir, mais je vais laisser la parole à un directeur de travaux qui n'a pas pu venir et qui, lui, l'a mis en œuvre et qui, je vous laisse l'écouter. Nous sommes sur un chantier à Saint-Leu-la-Forêt. Pour le compte de Immobilière 3F, nous réalisons 85 logements, 224 places de parking sur 2 niveaux de sous-sol. Ce chantier s'inscrit dans la continuité d'un partenariat Hoffmann-GCC qui a déjà 1 an, sur lequel on avait commencé des essais au Mureau, chez nous, au niveau du parc. Et aujourd'hui, on concrétise l'application journalière de ce béton sur le chantier. Sur cette opération, nous allons utiliser le béton Hoffmann pour l'ensemble des voiles intérieures. Le volume estimé pour cette opération est de 500 mètres cubes. Aujourd'hui, on a fait des mises au point avec Hoffmann, mais sinon, de manière générale, pas de grosse différence par rapport à un béton classique. Pour cette opération, l'utilisation du béton Hoffmann est surtout un tremplin pour demain. Aujourd'hui, il y a la nouvelle réglementation 2020 qui arrive, donc la RE 2020, et l'idée c'est qu'il va y avoir un changement dans notre métier, et cette mise en place aujourd'hui est réellement pour se projeter à demain et de voir un petit peu, je dirais, les contraintes qu'on pourrait avoir, les choses à faire évoluer au niveau de notre métier qui est le béton, et de pouvoir s'inscrire dans la durée avec ce partenariat. Voilà. Vous avez terminé la présentation? Oui. Très bien. On m'a dit 20 minutes, mais il fallait être rapide, donc 10 minutes pour les questions. Très bien, mais alors on va faire comme tout à l'heure, s'il y a 1 ou 2 questions pour commencer. Alors, on a 2 questions au premier rang. Merci. Excusez-moi, Pierre Dessat. Dans le petit film, il y a un essai Ocon qui me surprend. Fluidité du béton, utilisation d'un fluidifiant, quelque chose? Non, impressionnant. C'est du S4, mais c'est du S4 sans fluidifiant, puisque dans les formulations, et Hoffmann qui est là m'arrêtera si je dis une sottise, dans le cadre de latex, il ne pouvait pas rajouter de fluidifiant dedans. Donc c'était vraiment une formulation S4 et ça nous a bien aidé. Un jour, en centrale, pareil, on aime bien faire les apprentis sorciers. Ils nous ont fait une formulation S3 beaucoup moins fluide. Le dernier mètre cube, on ne l'a pas sorti. Il y avait une deuxième question juste à côté. Vous avez le micro qui vous arrive. Un peu. Bonjour, je pourrais être dans cette métropole. Sur quel axe vous avez gagné pour décarboner votre béton? Sur quel axe vous avez travaillé? C'est-à-dire sur quel procédé vous avez économisé le carbone en fin de compte? Sur le ciment. C'est le ciment. C'est le ciment. Ah, c'est ce qu'on a entendu tout à l'heure, les taux qu'on a entendus. On va peut-être demander tout de suite à Stéphane Leprince, qui représente la société Hoffmann Green, de nous expliquer justement peut-être ça. Venez nous rejoindre. Voilà, on va vous donner un micro. Et par rapport à cette question-là. Oui, bonjour. Oui, effectivement, c'est le ciment. En fait, nous, on est fabricant de ciment, basé en Vendée, à Bournezeau, à côté de La Roche-sur-Yon. Et dans un mètre cube de béton, vous avez à peu près 12% de ciment. Ces 12% de ciment représentent entre 95 et 90% des émissions de CO2 du béton.
Donc pour répondre à la question qui était posée, c'est effectivement sur le produit ciment, qui est le liant en fait, du béton, qu'on fait l'effort. Une autre question? Alors on reprend, monsieur, c'est une suite de questions. Bon, une question pour la société Hoffmann et puis aussi pour le CSTB. Vous remplacez le ciment par un laitier, en l'occurrence? Alors non, on remplace un ciment traditionnel par un autre ciment qui n'a rien à voir puisqu'on est sur une technologie de rupture, hein. On est sur une vraie révolution, on n'est pas sur une simple évolution d'un ciment existant. Pour être très, très, très rapide, le ciment traditionnel, en fait, les cimentiers extraits de la roche, hein, calcaire et argile, qui passent dans des fours, qui donnent au final le clinker, qui est la base de tous les ciments. Nous, on travaille sans clinker. Donc on va travailler avec des coproduits. Donc ce sont des déchets issus de transformation industrielle en poudre, qu'on va mélanger avec d'autres poudres, qui vont permettre de recréer un système de liaison, donc un nouveau liant qu'on va substituer au ciment traditionnel dans les composants d'un béton pour redonner toutes les performances mécaniques et d'exposition d'un béton traditionnel. Pas forcément laitier en l'occurrence. Pardon? Pas forcément du laitier. Alors effectivement, sur la technologie sur laquelle on a travaillé avec GCC et Immobilière 3F, on est sur une technologie qui s'appelle HUKR. C'est une technologie à base de laitier d'eau au fourneau, effectivement. Mais on ne fait pas que ça, non? Alors, excusez-moi, je crois que je monopolise. Votre question, et le CSTB, donc, n'y a-t-il pas un peu d'hypocrisie puisque... Ah, carrément. Oui, carrément, je le dis. Le laitier, c'est un résidu des hauts fourneaux. Forcément, la production d'acier émet des gaz à effet de serre et du CO2. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on affecte la totalité du CO2 à l'acier et rien aux déchets qu'on a effectivement ce résultat sur le laitier? Alors, si vous me permettez d'élargir plus globalement, mais je ne sais pas si qui peut répondre à cette question, plus globalement dans les FDES, quand il y a une partie de recyclage d'un matériau qui a lui-même été produit et a nécessité de l'énergie pour le produire, qu'est-ce qu'on réintroduit comme carbone dans le calcul, dans le nouveau matériau? Est-ce que, alors Julien Hans, si vous voulez répondre à cette question, on va se retrouver nombreux là sur la tribune petit à petit. On ne va pas faire de détails, je ne saurais pas non plus les faire hyper techniquement, mais la question que vous posez, en fait, c'est la question de l'allocation. Tout à l'heure, je disais que c'était un bilan comptable sur l'environnement, donc c'est très facile quand c'est linéaire, et à partir du moment où ça boucle, effectivement, sur un déchet, à qui vous affectez en fait le CO2 de ce déchet-là. Donc, on considère que si c'est gratuit, c'est un vrai déchet, donc c'est gratuit pour celui qui les récupère aussi, et si jamais ça a un intérêt, comment je le pèse? Donc, je crois qu'il n'y a pas d'hypocrisie. En fait, ce qu'il faut retenir, moi je reste dans les dynamiques d'ordre de grandeur, on sait aujourd'hui que les structures émettent du CO2 et qu'il faut les affiner. Donc, on est en train de les affiner. Très vite, comme les bétons bas carbone qui utilisent du laitier ont été montrés en disant « oui, mais attention, c'est peut-être dans la méthode de calcul qu'il y a quelque chose », et ben, les acteurs ont pris les choses en main, les gens de la base Ignies en particulier, mais le ministère également. Donc aujourd'hui, ils sont en train de travailler à une règle d'allocation qui satisfera tout ça et qui ne permettra pas de ne pas avoir de tour de passe-passe avec du CO2 qui a disparu. Alors c'est vrai que pendant 2 ou 3 ans, tout le monde le savait et personne ne levait le sujet, mais pour une raison simple, c'est qu'on ne calculait pas le carbone. Donc finalement, c'est une bonne nouvelle. Donc vous inquiétez pas, en fait, ça boucle. Et là, on va tomber sur une règle de coupure qui prend en compte la physique des choses, c'est-à-dire qui utilise quoi en réalité. De toute façon, on ne va pas calculer 2 fois les choses, mais il y a un moment... Vous pouvez rester avec nous, puisqu'on va démarrer la phase de débat là, avec la salle. Et je peux peut-être demander là maintenant à Marc Schefter, Franck Gourdel et Dorian Guinut de venir nous rejoindre également, et puis l'équipe autour d'ADI. Comme ça, voilà, vous aurez tous les intervenants tout à l'heure. Si vous voulez vous rapprocher, restons devant la lumière.